Institution. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, conformément à l'article 77 de notre Constitution, j'ai l'honneur et le devoir de me présenter devant vous, représentant du peuple souverain, pour adresser à la nation ce message annuel sur l'état de notre pays. Le 20 janvier 2024, au moment où je renouvelais devant la nation le serment de servir la République démocratique du Congo pour un second mandat, j'ai soumis mon quinquennat au respect de 6 engagements fondamentaux devant notre peuple. Depuis, c'est à la lumière des 10 engagements que se conçoivent jour après jour les orientations majeures de l'action de l'État. C'est donc en toute solennité et pleinement conscient de cette continuité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour dresser le bilan de l'année 2025. Cet exercice n'est pas une simple formalité institutionnelle pour moi. C'est un rendez-vous de vérité, de redevabilité et d'espérance. Vérité sur ce que nous avons traversé, vérité sur ce que nous avons accompli, vérité sur ce qui reste à accomplir. Redevabilité envers notre peuple qui a le droit de savoir dans quelle direction va la République. Espérance enfin, parce que malgré les épreuves, nous demeurons debout, résolument tournés vers l'avenir. Mes très chers compatriotes, loin d'être une parenthèse dans notre histoire récente, l'année 2025 aura vu l'Est de notre pays plonger dans l'une des périodes les plus sombres de ces dernières décennies. Dès les premiers mois, la coalition AFC-M23, bénéficiant du soutien direct de l'armée rwandaise, a déclenché une nouvelle offensive d'envergure, s'emparant notamment de Goma et de Bukavu et étendant son emprise de terreur sur de vastes portions des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette surenchère militaire s'inscrivait dans une logique bien connue, une entreprise organisée de prédation de nos ressources naturelles et de déstabilisation de nos institutions, qui s'est d'ailleurs accompagnée de violations graves et systématiques des droits humains, exécutions sommaires des civils innocents, violences sexuelles érigées en méthode de combat et déplacements forcés de communautés entières arrachées à leurs terres. Dans le même temps, d'autres groupes armés ont contribué de répandre la mort et la désolation, en particulier en Ituri, où nos compatriotes demeurent prisonniers d'un cycle de violence attisé par des milices locales et étrangères. Qu'on ne s'y trompe pas, nous ne sommes ni face à un simple conflit communautaire,
ni devant une rébellion interne de plus. Il s'agit d'une guerre d'agression par procuration visant à contester notre souveraineté sur un espace hautement stratégique riche en minerais critiques et en potentialités économiques déterminantes pour l'avenir de notre nation. Face à cette agression, notre légitime riposte a été à la fois militaire, institutionnelle et diplomatique. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité ainsi que les patriotes Wazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs. Elles ont contenu plusieurs offensives majeures de l'ennemi, stabilisé des axes vitaux, sécurisé des agglomérations stratégiques et protégé des corridors humanitaires. Dans des conditions logistiques, opérationnelles et humaines souvent extrêmement difficiles, nos forces ont démontré un courage et un patriotisme qui forcent le respect et l'admiration. Permettez-moi, avant de poursuivre, de m'incliner avec vous devant la mémoire de toutes les victimes des conflits et des violences qui ont encore cette année endeuillé nos familles, particulièrement à l'est de défense et de sécurité, ainsi que les patriotes Wazalendo qui, au prix de sacrifices considérables, veillent sur nos frontières et protègent nos communautés. Par leur bravoure, ils incarnent au quotidien la résistance de notre peuple. La République leur est redevable et l'histoire retiendra leur nom et leur engagement. En leur honneur, je vous invite à vous lever et à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mes très chers compatriotes, tenant compte à chaque fois de la dynamique changeante du théâtre des opérations, j'ai engagé une reconfiguration en profondeur de notre dispositif de défense avec la réorganisation de certains commandements opérationnels, le redéploiement de moyens sur les fronts prioritaires, le renforcement du renseignement et une lutte résolue contre les réseaux de contrebande qui financent la guerre. Ces efforts s'accompagnent d'une réforme structurelle du secteur de la sécurité destinée à professionnaliser davantage l'armée, améliorer la condition du soldat, renforcer la discipline et prévenir toute forme d'abus contre les civils. Nous ne tolérons ni les crimes des groupes armés, ni les dérives de ceux qui portent l'uniforme de la République. Sur le plan du partenariat international, l'année écoulée a marqué une transition majeure. Conformément à la demande que nous avions formulée et au plan de désengagement adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO a mis fin à ses opérations au Sud Kivu en 2024, recentrant progressivement son mandat sur le Nord Kivu et l'Ituri, avant de marquer une pause dans le retrait pour permettre une réévaluation de la situation sur le terrain. Parallèlement, la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, en République démocratique du Congo, déployée à la fin de l'année 2023 pour appuyer la stabilisation de l'Est, a achevé son mandat en mars 2025, confirmant, s'il en était besoin, que nul dispositif externe ne peut se substituer durablement à la responsabilité première de l'État congolais dans la protection de son territoire et de sa population. Ces évolutions ne traduisent aucun repli sur soi.
Elle marque plutôt un choix assumé, celui de passer d'une logique d'assistance sans horizon à une souveraineté renforcée, en consolidant nos capacités nationales et en coopérant avec nos partenaires dans le plein respect de notre Constitution et de nos lois. Sur le front diplomatique, la République démocratique du Congo n'a cessé de porter avec constance la vérité de ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette démarche a trouvé un écho favorable au sein de l'Union africaine. Par la voix de son Conseil de paix et de sécurité, l'organisation continentale a dénoncé sans équivoque les exactions de l'AFC M23, des ADF, des FDLR et d'autres groupes armés et a réaffirmé l'exigence du retrait immédiat de toutes les forces étrangères présentes sur notre territoire sans l'accord des autorités légitimes de la République. Au même moment, et pour la première fois depuis le début des agressions répétées contre notre pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2773 condamnant explicitement l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo et exigeant le retrait immédiat et inconditionnel de ces forces de notre territoire. C'est dans ce contexte et avec le sens des responsabilités que commande l'intérêt supérieur de la nation que nous avons engagé 2 séquences diplomatiques exigeantes. D'une part, une déclaration de principe signée en avril 2025, les négociations conduites avec l'appui des États-Unis d'Amérique, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres partenaires ont abouti le 27 juin 2025 à la signature à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entré en vigueur à cette date et solennellement entériné au niveau des chefs d'État ce 4 décembre 2025. Adossé à la résolution 2773, cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. D'autre part, sous la médiation du Qatar et avec l'appui de l'Union africaine, nous avons conclu à Doha, le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Je disais, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Il ne saurait non plus être interprété comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple.
La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable, non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, quatrième priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarches de réconciliation au plus près des réalités de chaque communauté. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, conclut que les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. Comme je l'ai rappelé lors de la cérémonie de signature de la déclaration conjointe entérinant les accords de Washington pour la paix et la prospérité, je reste convaincu que ce tournant diplomatique ouvre un chemin nouveau, exigeant certes, parfois difficile, mais un chemin où la paix est à nouveau à portée de main. La République démocratique du Congo, comme je m'y suis engagé, y prendra toute sa part, avec dignité et constance, aux côtés de ses partenaires. Mais nous resterons vigilants, sans être pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. En définitive, la paix véritable ne viendra ni du seul rapport de force militaire, ni des seules signatures diplomatiques. Elle prendra corps dans le quotidien retrouvé, l'État qui revient avec l'école et les centres de santé, les routes qui s'ouvrent à nouveau, les marchés qui reprennent vie, les entreprises locales qui redémarrent et une jeunesse à qui l'on offre des perspectives d'emploi et d'avenir.
À mesure que l'autorité publique se réinstalle, notre cap est sans équivoque. Stabiliser durablement les espaces reconquis et organiser le retour progressif, sûr et digne de nos compatriotes déplacés. La reconstruction de l'Est sera à cet égard l'un des axes les plus déterminants de notre action. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Mes très chers compatriotes, aux défis sécuritaires sus-évoqués s'ajoute la montée préoccupante du banditisme urbain. À Kinshasa, comme dans nombre de nos villes, des bandes de délinquants, les Kuluna, sèment panique et désolation. Ils violent, agressent, extorquent, blessent et parfois tuent des innocents. Face à cette menace, l'État n'a été ni immobile ni spectateur. L'opération Ndobo a été intensifiée dans 10 provinces pour démanteler les bandes violentes qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens. Surtout, nous avons engagé une gouvernance sécuritaire de proximité fondée sur l'écoute des populations et la responsabilisation des autorités locales. Des comités provinciaux et locaux de sécurité sont déployés et vulgarisés de Kinshasa au Congo central, du Haut-Katanga à la Tchopo. Plus de 4500 membres, autorités administratives, élus, forces de défense et de sécurité, société civile ont déjà été formés pour élaborer dans chaque entité des plans de sécurité adaptés aux menaces du terrain. Afin de doter la police nationale des moyens de sa mission, j'ai promulgué le 1er juillet 2025 la loi de programmation de la réforme policière pour 2026 à 2030. Elle prévoit sur 5 ans l'acquisition d'équipements adaptés, le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers, la mise à la retraite progressive de 10 000 agents et un vaste programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures. Dans ce cadre, 700 nouvelles recrues suivent déjà leur formation à Kassangoulou, au Congo central, tandis que l'école de police de Kapalata dans la province de la Tchopo, réhabilitée et portée à 2000 apprenants, s'apprête à accueillir de nouvelles promotions. Simultanément, nous avons poursuivi l'équipement en moyens de mobilité de l'ensemble des services, police nationale, Agence nationale de renseignement, Direction générale des migrations, Commission permanente des frontières, mécanisme gouvernemental de sécurité. Les administrateurs de territoire sont dotés de véhicules de fonction pour que l'autorité de l'État soit présente, active et réactive là où vivent nos compatriotes. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, la stabilité de notre pays repose sur la paix au sein de chacune de nos communautés. C'est le sens de l'attention particulière portée aux affaires coutumières. Des audiences foraines ont été organisées. Des campagnes de médiation et de réconciliation ont été menées au Sud Kivu, au Mai-Ndombe, dans la Tchopo, au Tanganyika, qui ont permis de résoudre de nombreux différends, de pacifier des zones entières et de favoriser le retour des déplacés. À Osio, dans la Tchopo,
un rituel de réconciliation a scellé le rapprochement entre les communautés Mbolé et Lengola, tandis qu'un forum de la paix et du développement est en préparation pour l'espace Grand Bandundu. Par ailleurs, la certification des entités coutumières, la reconnaissance à titre pilote de plus de 350 chefs coutumiers dans le Haut-Ouélé, ainsi que le lancement d'un cadre de concertation multi-acteurs pour la mise en œuvre de la loi relative à la protection des peuples autochtones pygmées, traduisent notre volonté de réguler ce secteur sensible, de garantir les droits des communautés et de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire sans renier nos traditions. Ainsi, dans la douleur d'une agression injuste, mais avec détermination, nous reconstruisons un appareil sécuritaire plus professionnel, plus proche du citoyen, mieux encadré et plus respectueux des droits humains. Nous voulons qu'aucune parcelle du territoire national ne soit abandonnée au désordre, à la loi des armes ou à l'arbitraire. Enfin, garantir la sécurité, c'est aussi mieux connaître celles et ceux que nous protégeons. Après des décennies de tentatives avortées, nous avons remis sur les rails le processus d'identification nationale. L'Office national d'identification de la population, l'ONIP, se prépare avec un budget stabilisé dès 2026 à lancer des opérations de collecte des données en mutualisant les acquis de la Commission électorale nationale indépendante. Les kits et les données d'enrôlement seront transférés à l'ONIP, de sorte que les électeurs enrôlés, dont les données biométriques seront mises à jour, bien sûr, puissent être les premiers à recevoir une carte d'identité nationale sécurisée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, la paix ne se défend pas seulement sur nos collines et nos frontières, elle se défend aussi dans les salles de négociation, dans les organisations internationales et au cœur des grandes décisions qui structurent le monde. À ce titre, 2025 a vu se confirmer une réalité désormais incontestable. La voix de la République démocratique du Congo compte à nouveau dans le concert des nations. En effet, dans le prolongement de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2773, notre pays a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027 avec 183 voix sur 187 après avoir rejoint quelques mois auparavant le Conseil des droits de l'homme à Genève et accéder à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au plan régional, la République démocratique du Congo a pris en novembre 2025 la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. À l'issue du 9e sommet ordinaire tenu ici même à Kinshasa avec pour mandat de relancer la mise en œuvre du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour notre pays et pour la région. Ces responsabilités attestent que la République démocratique du Congo s'affirme désormais comme une puissance d'influence et de proposition, appelé à peser sur les décisions majeures qui façonnent la paix, la sécurité, les droits humains et le développement en Afrique comme à l'échelle mondiale. Notre diplomatie régionale s'est également intensifiée au sein de la SADC, de la CEEAC
et de l'EAC, du COMESA et de la ZLECAf. Partout, nous affirmons une ligne claire. Moi, pour protéger ma paix, fondée sur la justice, portée par la vérité et garantie par le respect de notre souveraineté. Par ailleurs, notre diplomatie n'a pas été seulement défensive. Elle a été également offensive et proactive pour diversifier nos partenariats et inscrire la République démocratique du Congo dans les grandes dynamiques de ce siècle. Ainsi, nous avons poursuivi un redéploiement géostratégique vers de nouveaux espaces de coopération. En Amérique latine, des missions interministérielles en Uruguay, en Argentine et au Brésil ont permis de conclure des accords opérationnels dans la défense, l'agriculture, la culture et les technologies, ouvrant à notre pays des marchés et des transferts de compétences jusqu'ici peu exploités. En Afrique, nous avons relancé une relation stratégique avec l'Éthiopie, notamment autour de la transition énergétique et des grands ouvrages hydroélectriques, dans une logique assumée de coopération sud-sud. Au Moyen-Orient, nous avons consolidé nos liens d'amitié avec l'État d'Israël, les Émirats arabes unis et le Qatar, dans une dynamique d'ouverture équilibrée, d'investissement, d'innovation et de sécurité. En Asie du Sud-Est, nous avons approfondi nos partenariats avec l'Indonésie et le Vietnam afin de diversifier nos chaînes de valeur et d'accélérer les coopérations industrielles et technologiques. En Europe et en Asie centrale, nous avons ouvert de nouveaux horizons de coopération avec la Serbie, la Hongrie et le Kazakhstan pour développer des projets conjoints dans l'industrialisation, les infrastructures, l'agro-industrie et la logistique. À titre d'illustration, lors de la récente visite à Kinshasa de Son Altesse l'émir du Qatar, 6 accords structurants ont été conclus, touchant au développement des infrastructures portuaires, à la coopération juridique, à l'exemption réciproque de visas pour certaines catégories, à l'appui humanitaire multisectoriel, à la promotion de la jeunesse et des sports, ainsi qu'à la consultation politique régulière. Ces instruments juridiques produiront des effets concrets sur notre économie, le fonctionnement de la justice, la mobilité des personnes, le renforcement de nos services sociaux et l'efficacité de notre action diplomatique. Dans le même esprit, en marge de la signature de la déclaration conjointe entérinant les accords de Washington pour la paix et la prospérité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un autre tournant diplomatique majeur a été franchi avec les États-Unis d'Amérique. En effet, sous ma conduite, notre pays a conclu avec Washington un accord économique stratégique ainsi qu'un mémorandum d'entente sécuritaire consacrant un approfondissement sans précédent d'un partenariat fondé sur la confiance, la transparence et la convergence de nos intérêts. Cet accord économique s'inscrit dans la dynamique mondiale de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Il ouvre un cadre de coopération de long terme visant à renforcer la gouvernance et la traçabilité de nos ressources, à stimuler la transformation locale et à soutenir des projets structurants capables de relier la richesse minière à l'industrialisation et à la création d'emplois. Il prévoit notamment un appui à la modernisation du corridor Sakania-Lobito, au développement du Grand Tinga et à la mise en place de mécanismes favorisant un environnement d'investissement plus sûr, plus lisible et plus compétitif pour les entreprises américaines. D'autre part, le mémorandum d'entente en matière de sécurité renforce la coopération dans la protection des infrastructures critiques, l'amélioration de nos capacités de défense et de renseignement et la lutte contre les trafics transfrontaliers, notamment ceux liés à l'exploitation illicite des minerais. À travers ces instruments,
nous affirmons notre ambition de convertir nos ressources stratégiques en puissance de développement et faire de nos partenariats internationaux des accélérateurs de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, notre diplomatie ne se réduit pas à la défense de nos seuls intérêts. Elle porte une certaine idée de l'humanité et du droit. À Genève, notre élection au Conseil des droits de l'homme nous investit d'une responsabilité majeure, défendre par l'exemple la dignité humaine et les libertés fondamentales. C'est le sens des démarches que nous avons engagées pour la mise en place de mécanismes internationaux d'enquête sur les violations graves des droits humains, notamment à Goma et dans d'autres régions du pays, tout en intensifiant notre plaidoyer. Faites place aux faits avec... Prolonge naturellement notre identité de pays solution climatique, gardien de la deuxième forêt tropicale du monde et de réserve d'eau douce d'importance planétaire. Dans toutes les enceintes multilatérales, nous défendons une exigence d'équité, justice pour les victimes de l'Est, justice dans la gouvernance et la traçabilité de nos ressources, justice enfin dans les règles financières internationales afin que les pays comme le nôtre puissent accéder à des financements responsables, soutenables et adaptés aux impératifs de reconstruction et de développement. Ainsi, la République démocratique du Congo a cessé d'être une périphérie des relations internationales. Elle y occupe à nouveau une place centrale, reconnue et écoutée. Nous n'emploierons cette position ni pour humilier qui que ce soit, ni pour alimenter d'autres conflits, mais pour défendre ce qui est le plus cher, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, la dignité de notre peuple et notre vocation à être un pays solution pour l'Afrique et pour le monde. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, dans un contexte de guerre, d'agression, de chocs externes et de tensions géopolitiques mondiales, notre économie n'a pas cédé. Elle a tenu, elle a résisté et dans plusieurs domaines, elle a progressé. En 2025, malgré l'aggravation de la situation sécuritaire à l'Est, notre pays a fait preuve d'une résilience macroéconomique remarquable. L'inflation, qui était de 11,7% à fin 2024, a été ramenée à 2,5% en rythme annuel fin octobre 2025. Nettement en dessous de l'objectif de 7% fixé par la Banque centrale du Congo. Le franc congolais s'est apprécié d'environ 29% par rapport au dollar, aussi bien sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, retrouvant une stabilité que notre peuple n'avait plus connue depuis